Les Vikings étaient des guerriers dont les valeurs reposaient sur l'intimidation, la peur et le terrorisme. Ils étaient des pilleurs et non des soldats. Les Vikings étaient extrêmement féroces, extrêmement avares et extrêmement habiles. On les décrit souvent comme étant des barbares, mais ils attaquaient leurs cibles de façon très disciplinée et faisaient preuve d'une extrême précision militaire. Le guerrier viking était une véritable machine de guerre. Un Scandinave musclé, vêtu d'une armure de cuir. Il était armé de simples outils, un couteau, une épée et une hache à long manche. Cette dernière était soi-disant l'arme la plus redoutable. Les Vikings pouvaient la lancer très habilement pour décapiter leurs victimes ou tout au moins les handicaper. Les monastères le long des côtes attirent les Vikings grâce à leur richesse abondante et à la passivité des moines. La chronique anglo-saxonne, entamée vers la fin du IXe siècle, est la source primordiale pour l'histoire anglaise entre les 5e et 11e siècles. On y a consigné la terreur infligée par les envahisseurs vikings comme suit. Les barbares ont saccagé l'église de Dieu à Lindisfarne en pillant et en massacrant. Cette attaque sacrilège de 793 sur les moines et leurs trésors entre dans l'histoire comme le premier raid important des Vikings. Mais les attaques sur Lindisfarne et les autres monastères le long des côtes des îles britanniques ne sont qu'un début. Le 8e siècle tire à sa fin et les Vikings voient grand. Les grandes villes de l'Europe seront bientôt la cible de la puissance de ces violents nordiques. Et l'ennemi sera impitoyable. Les Vikings quittent la Scandinavie en quête de richesse. L'attaque de 793 à Lindisfarne, au nord de l'Angleterre, déchaîne un véritable ouragan de violence viking qui menace d'engloutir l'Europe tout entière. Nous sommes au milieu du IXe siècle, soit environ 50 ans après l'attaque de Lindisfarne. L'Europe est riche, et les Vikings le savent. Les communautés scandinaves unissent leurs forces pour construire des dracars. Ils comptent améliorer leurs conditions de vie aux dépens des Européens, qui ne s'y attendent point. Les Espagnols cherchaient de l'or, mais les Vikings, eux, cherchaient de l'argent. Il leur était très important. Plusieurs des emblèmes religieux retrouvés dans les monastères, comme les croix, étaient faits d'argent. Les factions vikings partent en mer sans souverain pour les unir. Leur flotte grossit et peut regrouper des vingtaines de bateaux. Les flottes sont indépendantes les unes des autres, ce qui rend l'assaut encore plus difficile à arrêter. La réputation de chaque roi viking fleurit, leurs ambitions aussi. L'Europe est à leur portée. À la différence des autres continents, l'Europe est traversée par plusieurs rivières. L'Amérique du Nord et l'Afrique n'ont que quelques cours d'eau principaux. En Europe, il y en a beaucoup. Les dracars des Vikings sont étroits, longs et n'ont besoin que de très peu d'eau pour flotter. Ils peuvent donc naviguer presque n'importe où. Une des premières attaques vikings par le biais d'une rivière a lieu en 845. Elle est menée par Ragnar, un chef viking notoire du Danemark. Déterminé à poursuivre la tradition de Lindisfarne, il mène son armée et sa flotte de 120 dracars au combat sur la Seine. Sa cible, Paris. Avant d'atteindre la ville, les hommes de Ragnar déciment l'avant-garde française sur les rives de la Seine et les mènent tout droit vers une mort atroce. Les Vikings étaient des terroristes et ils voulaient se battre le moins possible, alors leur tactique faisait appel à la terreur. Une légende veut qu'on ait déjà surnommé un de ces guerriers l'ami des enfants, parce qu'il refusait de lancer les bébés dans les airs pour les embrocher sur son épée. Les Vikings étaient des hommes abominables.
La légende veut que ce jour-là, l'armée de Ragnar ait pendu 111 soldats. Hermanter, un moine de la région, décrit comme suit la violence et le pillage des Vikings le long de la Seine et de la Loire, qui perdurent durant des décennies. Il y a de plus en plus de navires, écrit-il, et le nombre des Vikings ne cesse d'augmenter. Les chrétiens sont victimes de pillages et de massacres incessants. Les Vikings anéantissent tout sur leur chemin. Il est impossible de leur résister. L'immense flotte viking remonte la Seine et chemine vers Paris. La ville de Paris est bien fortifiée. Pourtant, lorsque le roi de France voit les Vikings s'approcher de sa ville, il décide d'acheter la paix plutôt que de les affronter et de risquer la destruction. Le roi de France, Charles le Chauve, donne près de 6 tonnes de lingots d'or et d'argent à Ragnar afin qu'il quitte la France pour de bon. Mais sa stratégie n'a pas l'effet escompté. Les Vikings ont vent des richesses qui pullulent en Europe et qu'il est possible de se faire soudoyer. Ils multiplient leurs attaques en Europe du Nord et sur le reste du continent. Entre 790 et 1100, les Vikings se rendent au cœur du continent en empruntant tous les cours d'eau principaux. Un nouveau monde les y attend. Ce sont les Norvégiens qui écrivent le chapitre le plus excitant de l'histoire des Vikings. Ces explorateurs courageux colonisent l'Islande et le Groenland. La colonisation du Groenland est intimement liée à l'histoire de 2 Vikings légendaires, Éric le Rouge et son fils, Leif Erikson. Éric mène une expédition au Groenland à la fin du Xe siècle. Il sera le premier à s'installer sur cette terre impitoyable. À cause de son bouillant caractère, Éric le Rouge avait été banni de l'Islande pour une période de 3 ans. Il est donc parti vers l'ouest pour s'installer sur la côte est du Groenland. Éric veut promouvoir le Groenland. Il ne peut pas admettre que seuls quelques kilomètres de la côte sont habitables. Il prétend donc que le Groenland est un pays de verdure. Certains des Vikings qui s'y sont rendus ont sûrement rebroussé chemin, mais plusieurs d'entre eux, au caractère plus robuste, ont décidé d'y rester et y ont mené une vie très difficile. La terre était presque incultivable, mais il était possible de pêcher et de chasser. Somme toute, c'était un climat très rigoureux. Cette terre lointaine voit naître, sous le commandement d'Éric le Rouge, une petite communauté agraire qui survit au jour le jour. En guise de gouvernement, les villageois convoquent un Althing, une assemblée législative issue de leur pays natal, qui permet aux hommes libres de se défendre et de se prononcer sur des sujets touchant la communauté. Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, est issu de cette communauté d'hommes libres. Et tout comme son père, il meurt d'envie d'explorer le monde. En l'an 1000, il quitte le Groenland. Leif Erikson se laisse guider par les rumeurs. Un autre explorateur viking prétend que le vent a fait dévier son bateau alors qu'il tentait d'atteindre une autre colonie au Groenland. Il réussit à se réorienter et se retrouve aux abords d'un pays à la végétation luxuriante. Ce n'était sûrement pas le Groenland. En se basant sur ces témoignages, Leif Erikson part à la conquête de l'Ouest. Il y découvre un nouveau monde. C'est une histoire fascinante qui demeure controversée. Je crois que ce sont les Vikings qui ont découvert l'Amérique en l'an 1000.
Grâce à la datation en radiocarbone, nous savons que Leif Erikson a colonisé Terre-Neuve en l'an 1000 précisément.